la Villa Masséna. Et on est heureux aujourd'hui de vous accueillir avec Olivier de Guébali, délégué du souvenir napoléonien, dans cette salle de la Villa Masséna qui parle de Napoléon III et Eugénie. C'est le salon des portraits. Aujourd'hui, depuis un an maintenant, nous fêtons les 160e anniversaire de l'union de Nice à la France. Alors, depuis un an, on s'est rencontrés devant le monument du centenaire. On a fait une exposition que l'ensemble des personnes qui ont le droit de se déplacer ont pu admirer. On a une rencontre avec Muriel Mayette du Théâtre de Nice. Et puis aujourd'hui, nous rentrons dans le fond de cette visite. Une rencontre qui va être expliquée grâce à Olivier Guébali, grâce au partenariat que nous avons depuis des années entre la ville de Nice, le musée Masséna et la délégation du souvenir napoléonien. Un partenariat qui s'est inscrit tout au long de ces années par des conférences, par des ballets, par de la danse napoléonienne. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas faire plus long, Olivier Guébali, Olivier, cher ami, je te laisse la place pour nous présenter ta conférence qui, j'espère, sera flatter notre histoire, comme tu as su me démontrer tout le long de la préparation de cette exposition, l'importance de la visite de l'empereur. Merci Olivier, la parole est à toi. C'est moi qui te remercie, Jean-Pierre. Bien, le thème d'aujourd'hui est extrêmement simple, il vient d'être dit, c'est le retour du comté de Nice à la France. L'année 1860 est, pour les Niçois, l'an 1 du retour du comté à la France. Alors, s'il est vrai que le processus de restitution a résulté d'un long, très long cheminement qui a enjambé les siècles, tous les observateurs des grandes journées du rattachement se sont unanimement accordés sur un constat, l'allégresse populaire qui les a accompagnés. D'où notre interrogation. Alors même que le pays de Nice a été assujetti à la maison italienne de Savoie pendant des siècles, il y a eu nécessairement des causes profondes, fortes, anciennes aussi, pour que le basculement définitif de cette population dans le giron français s'effectua il y a 160 ans avec une telle aisance. Eh bien, c'est précisément ce que nous entendrons démontrer. Alors, nous distinguerons deux temps dans notre réflexion. Premier temps, il porte sur les origines de Nice. C'est celui, effectivement, relatif au sillon fondateur qui a été creusé de Rome jusqu'à la Révolution française. Et dans un second temps, nous analyserons le projet, je dis bien le projet, des deux Bonaparte et son dénouement. Premier temps, les origines. Évoquer ces origines, c'est mettre en exergue, d'une part, l'empreinte provençale primitive, et d'autre part, la volonté opiniâtre, constante, légitime aussi, des souverains français pour recouvrer le comté de Nice. Deux volets. Premier volet, l'empreinte originelle, Nice, la provençale. Tout commence naturellement toujours par Rome. En dressant à la Turbie, en l'an 6-7 avant Jésus-Christ, le trophée d'Auguste. Rome a entendu naturellement immortaliser sa victoire remportée sur 44 tribus ligures insoumises. Mais les Romains ont surtout voulu fixer le lieu où prenait fin l'Italia et où naissait la provincia de la Gaule, c'est-à-dire la frontière alpine bordant la Méditerranée. Première conséquence, en ces temps anciens, la région de Nice ne s'étendait déjà pas en Italie. Au XIe siècle, ce territoire faisait géographiquement et culturellement partie de la Provence, qui recouvrait un vaste ensemble allant des lisières de la Catalogne jusqu'à approximativement Dolce Acqua. Pendant plusieurs siècles, les communautés urbaines situées ici, c'est-à-dire de part et d'autre du Var, dans cette immense zone, ont partagé une aventure commune. Et ce, d'autant plus qu'une même langue, le provençal, qui est un produit de l'occitan, les unissait. Deuxième conséquence que nous devons tirer, les racines culturelles et linguistiques de Nice
n'était donc pas italienne. Au XIIe siècle, cette Provence est juridiquement placée sous l'obédience d'un comte, son premier titulaire étant catalan, le comte de Barcelone. En 1246, c'est une date importante, Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, ceint cette couronne comtale. Et l'on comprend tout de suite que l'arrivée des Angevins, c'est aussi indirectement celle du royaume des Lys. Hélas, au XIVe siècle, le paysage politique du comté de Provence se désagrège, en proie à une longue et sanglante guerre de succession dynastique, guerre civile, qui va finir par capter l'attention intéressée d'une maison un quelque peu prédatrice, la maison de Savoie. En 1388, sans vergogne, perfidement, à la façon anglaise, dirait-on, le comte de Savoie, Amédée VII, va ourdir, avec un complice inattendu, le propre gouverneur de Nice, le comte Grimaldi de Beuil, une machination lui permettant de prendre pied dans la ville, ainsi que dans ce qu'on appelait alors l'ère Terre-Neuve, sise à l'est du Var. Cette dépossession inqualifiable, appuyée sur une trahison, à dire vrai, il y a eu plusieurs trahisons, plusieurs seigneurs entrempés dans ce complot, va prendre le nom de dédition. Mieux, ou pire, non content de ce trait de bravoure, le Savoyard va en 1419 jusqu'à tirer parti de la minorité du comte de Provence pour lui extorquer la cession des droits sur cette région. Cette double manœuvre indigne va peser très lourdement sur le destin de la maison de Savoie, et donc de Nice, qui, en perdant l'habit provençal, s'italianisera progressivement, mais en se vassalisant. Quoi qu'il en soit, le sort de notre comté va devenir ipso facto incertain, précaire, car il sera continuellement l'objet de contestations par les comtes de Provence successifs. En 1480, retenez bien cette date, celle-ci est fondamentale. Louis XI réunit la Provence à la couronne de France. Date cruciale, car les monarques français successifs, dans toutes leurs branches, héritiers des comtes de Provence, n'auront de cesse, à leur tour, de dénoncer l'amputation forcée du pays niçois de leur nouveau domaine. Deuxième volet, le royaume des Lys et le comté de Nice, les relations. La dédition de 1388 n'a in fine pas porté chance aux Niçois, et ce, pour deux raisons complémentaires. D'une part, notre comté va devenir le jouet, donc la victime, des incessants conflits qui vont opposer, dès la Renaissance et pendant quelques siècles, les Capétiens aux Habsbourg. Volens, nolens, les comtadins y sont forcément mêlés, puisque la maison de Savoie va prendre l'habitude d'épouser, non sans légèreté, la cause de l'Autriche. Deuxièmement, d'autre part, concomitamment, le litige franco-niçois va également se nourrir de l'ancienne théorie des frontières naturelles, développée par des générations de légistes français dès le Moyen-Âge, et que nos rois successifs vont s'approprier pour arrondir le précaré national. Au nombre des limites dessinées par la géographie, figure, à côté de celle du Rhin et des Pyrénées, la barrière des Alpes, c'est-à-dire le pays de Nice. Ce sont ces sources légitimes de revendications françaises qui expliquent que le territoire maralpin va subir tant d'affrontements, tant d'occupations et tant d'annexions. Quelques dates pour mémoire. 1543, François Ier s'empare de Nice, un des champs de bataille de la rivalité avec Charles Quint. Mais la Savoie elle-même et le Piémont sont occupés par nos troupes de 1545 à 1562, c'est-à-dire sous trois monarques successifs, François Ier, Henri II et François II. Au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, Louis XIV envahit la province niçoise et l'annexe même à deux reprises pour une durée totale de 12 ans. 1691 à 1697 d'une part, 1706 à 1713 de l'autre.
Alors, indépendamment de la querelle proprement franco-autrichienne, il faut bien reconnaître que l'attitude de la Maison de Savoie suffit à elle seule à soulever l'ire de la France. Cette maison, peu scrupuleuse, inconstante, elle est la reine des reniements et des changements de pied. Voltaire avait remarqué que les souverains de cette maison se trouvaient rarement, à la fin d'une guerre, dans le camp où il l'avait commencé. Et la France en a malheureusement, à plusieurs reprises, fait les frais. En 1718, le rapport de force devient soudainement défavorable à la France lorsque les ducs de Savoie, coiffant la couronne des rois de Sardaigne, s'approprient également le Piémont. Les rois de Piémont-Sardaigne, ça sera désormais leur appellation, contrôlent alors la totalité des cols des Alpes, prenant même le surnom de portier des Alpes. Pour la France, cet état de choses est intolérable. Le verrou niçois, acquérant une valeur stratégique nouvelle, doit pour le moins être surveillé, ou au plus être neutralisé, être détruit ou conquis. En 1742, puis en 1744, sous Louis XV, la France, toujours en guerre contre l'éternelle coalition austro-sarde, s'empare à nouveau de Nice, qu'elle aurait pu d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, conserver, sans l'inconscience de ce roi qui décide, alors que rien ne l'y oblige, il est vainqueur, ne l'oublions pas, d'abandonner sa conquête. Soudainement, en 1789, éclate la Révolution française. On le sait, c'est une tornade qui va balayer le monde vermoulu de l'Ancien Régime. Les dates vont s'accélérer. Les grands événements aussi. Le 20 avril 1792, la France, alors monarchie constitutionnelle, la nation, le roi, la loi, entre en guerre contre le roi de Bohême-Moravie, c'est-à-dire l'empereur d'Autriche. Le 23 juillet, le roi de Piémont-Sardaigne croit judicieux de lui déclarer la guerre. Le 22 septembre, 3 événements se produisent. Premièrement, la première République française est fondée, ce qui va susciter la levée, et elle va susciter la levée en masse. Deuxièmement, le roi sarde conclut un traité d'alliance avec l'Autriche contre la France. Troisièmement, les soldats français du général d'Anselme envahissent et occupent Nice sans coup férir toutes les autorités publiques sardes, civiles et militaires, ayant abandonné ses habitants à leur sort. Tout va désormais connaître évidemment un rythme accéléré. Des assemblées de citoyens vont émettre des vœux pour la réunion de Nice à la France. Et par décret du 31 janvier 1793, consécutive d'ailleurs à une consultation populaire, la Convention nationale décide d'incorporer le ci-devant comté de Nice au territoire de la République. Et le 4 février, un 85e département français est créé, celui des Alpes-Maritimes, qui comprend alors Menton, Roquebrune et Monaco. Cette collectivité conservera la même appellation pendant 21 ans. La guerre intérieure et extérieure se poursuit néanmoins dans le Haut-Pays. Masséna, fils de cette terre, s'attelle, non sans succès, d'abord à résorber le barbétisme, c'est-à-dire un certain banditisme exploité par Turin, instrumentalisé même par Turin. Et pour un temps, en 1795, les autorités repoussaient pour un temps les Austro-Sardes au-delà des contreforts des Alpes. Deuxième temps, maintenant, c'est le temps des Bonaparte, leur projet et son dénouement. Les deux Bonaparte vont chacun, à tour de rôle, affranchir les populations italiennes de leurs occupants, ô combien honnis les Autrichiens, les Tedeschi, comme on dit en Italie, et aussi provoquer l'unité de la péninsule. Napoléon Bonaparte va également raffermir le statut des Alpes-Maritimes et franciser durablement ses habitants. Quant à Napoléon III, il réunira définitivement Nice à la France. Premier volet, Napoléon Bonaparte devant l'Italie et Nice. C'est le général Bonaparte qui va, lors de sa foudroyante campagne de 1796-1797, changer radicalement la donne dans la péninsule et, par extension,
renforcer le statut de Nice la française. C'est pour la première fois depuis son intervention que du destin de l'Italie va dépendre par ricochet celui de l'ex-comté du département des Alpes-Maritimes. Ses premières victoires, consacrées le 28 avril 1796 par l'armistice de Cherasco, imploré par le souverain sarde, aboutissent, retenez bien cette date, le 15 mai suivant, par le traité de Paris, à la reconnaissance officielle des droits de la France sur le pays maralpin. Et cette mémorable expédition enfantera au milieu du XIXe siècle ce qu'on appellera le Risorgimento. Bonaparte, en effet, fait prendre conscience aux Italiens de leur ancienne unité nationale et que celle-ci est encore à leur portée. La remise à la garde nationale milanaise d'un drapeau aux couleurs vert, blanc et rouge, le premier drapeau qui deviendra le premier drapeau italien, va électriser le pays tout entier. C'est que depuis fort longtemps, ployant sous la férule autrichienne, les Italiens éclairés rêvaient dans leur impuissance à la renaissance de leur patrie unifiée. Il en est même qui reconnurent leur dette vis-à-vis de Bonaparte, ainsi le grand poète italien Ugo Foscolo. Celui-ci, lors de la campagne de 96-97, composa une ode à Bonaparte. « Italie, Italie, voici qu'à ton horizon se lève l'aurore. » Plus tard, il confessera que Bonaparte avait communiqué à sa patrie, je cite, « le sentiment de l'indépendance, le désir de sa liberté, et réalisé en peu d'années une telle transformation qui eut, selon lui, nécessité, je cite encore, 3 ou 4 générations. » Petit clin d'œil de l'histoire. Ces intellectuels ravis, ces foules en délire, peuvent-elles imaginer que c'est un autre Bonaparte qui leur offrirait sur un plateau l'émancipation dans l'unification de leur pays? Le consulat fut pour la vieille France et les nouveaux départements français l'ère de la pacification. Dans notre département, les préfets successifs se sont évertués, à partir de 1800, à fondre la population niçoise au sein de la grande nation, selon les instructions du nouveau maître de la France. Cette population bénéficia de la réorganisation administrative, judiciaire et financière, de la liberté et de l'égalité civile, de ce qu'on allait appeler assez rapidement la méritocratie napoléonienne, bref, des fameuses masses de granit qui stabilisèrent le corps social déchiré par la Révolution et le remirent au travail. Le 2 décembre 1804, notre César de 35 ans se mue en impérator. Alors juste une petite parenthèse, un an plus tard, le département des Alpes-Maritimes s'étendra jusqu'à San Remo. C'est alors que sonna l'heure du grand préfet du bouchage, qui allait œuvrer inlassablement de 1802 à 1814 à doter le département de tout ce qui manquait à son développement et au bien-être de ses habitants. On peut récapituler en quelques lignes le fruit de ces efforts, le fruit d'ailleurs des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qu'on a appelés les impériaux. Son administration, raisonnable, informée, surtout probe et efficace. Ça, c'est une véritable révolution. Une justice exemplaire, égale pour tous. C'est également une révolution. Un droit de propriété légitimé par le Code civil, l'œuvre maîtresse de Napoléon Bonaparte. Un enseignement laïcisé avec l'ouverture à Nice du premier lycée public et de 2 collèges, l'un à Sospel, l'autre à Puget-Théniers. Une politique de grands travaux publics, illustrée par exemple par la création de la Grande Corniche, qui employa en 1811 plus de 10 000 ouvriers. L'amélioration du port Olympia, déjà réputé trop exigu, et l'amorce d'endiguement du Var. Une économie revivifiée par la liberté du commerce et de l'industrie, mais également à l'abri du blocus continental. La mise en œuvre d'une véritable assistance publique. Au répertoire biographique des préfets de l'Empire figure cette mention à la rubrique du bouchage. Je cite : «
fit aimer la France au peuple de Nice, qu'il administra en père. Sa mémoire est sacrée en ce pays, ainsi que l'atteste la médaille d'or, offerte à son départ par ses habitants reconnaissants. Sous l'impulsion de l'empereur, du bouchage et tout ce qu'on a appelé les impériaux, les administrateurs, les magistrats, les ingénieurs, les techniciens, les enseignants, venus d'outre-Var, mais aussi autochtones, parvinrent effectivement à faire souffler sur le département un vent de prospérité, un vent de bien-être et, avec la gloire naturellement, de dynamisme. Grâce à notre préfet, à ses collaborateurs, à l'ensemble de ses hauts fonctionnaires, les Maralpins conserveront toujours la nostalgie de l'ère napoléonienne. On le vit quelques décennies plus tard. Et ce, d'autant plus qu'avec la restauration sarde de 1814, c'est une chape de plomb qui s'abat sur Nice. Les anciens souverains de retour d'émigration s'empressent alors de rétablir droits féodaux, privilèges immémoriaux, dîmes ecclésiastiques, etc., etc. On a pu parler d'obscurantisme revanchard. Un seul exemple suffit, le lycée public impérial est supprimé. Le 9 juin 1815, les coalisés attribuent Gênes au royaume piémontais. Aussitôt, le port de Nice perd son attractivité et la capitale du comté ne tarde pas à être surnommée la Belle Endormie. Mais quant à la péninsule, celle-ci en 1815 sort plus morcelée et plus asservie que jamais à l'Autriche. Abordons maintenant le deuxième et dernier volet, Napoléon III devant l'Italie et Nice, la double résurrection. Seul le royaume sarde échappe à l'emprise de Vienne. Il cristallise avec habileté les aspirations des patriotes italiens, qui ont conservé en mémoire, pour certains, le destin que leur avait tracé un certain Napoléon Bonaparte. Ces patriotes avaient été jusqu'à lancer de sonores « Viva Imperatore » et « Viva Napoleone II » lors des journées révolutionnaires de 1820 et de 1830. Une observation, le risorgimento, puisque nous y sommes, en grandissant, change de nature, puisqu'il rassemble désormais à côté des intellectuels, à côté des gens éclairés, toutes les couches sociales. Dans notre comté, l'état d'esprit est un peu différent. Les cœurs soupirent de plus en plus intensément pour la France qui paraît aux habitants encore plus proche. Il est vrai que, par une négligence fautive, difficilement compréhensible d'ailleurs, le gouvernement sarde n'offre aucune perspective aux Niçois. Le port de Nice s'étiole. Dans tout le comté, l'emploi fait défaut. Pour survivre, les habitants n'ont d'autre choix que de surruer vers la France, de traverser ce fameux pont du Var, pour être employés dès les années 1830 sur les premiers chantiers de la première révolution industrielle française. C'est dans ce contexte que voit le jour dans le paysage politique niçois un parti français regardé comme le vecteur et l'expression de l'espérance en un monde meilleur par des franges croissantes de la population comtadine. Cette espérance va prendre vers 1848-1849 les traits du futur Napoléon III. Cet homme se veut le successeur spirituel de son oncle Napoléon Bonaparte, et même son exécuteur testamentaire. Il ambitionne de déchirer les honteux traités de 1815 en promouvant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, grâce auquel la France regagnera ses frontières naturelles. Et c'est d'abord à l'Italie qu'il songe pour appliquer sa politique. Pour ce prophète des temps modernes, un Bonaparte, en raison même de son nom, ne peut que s'engager, selon son expression, pour la noble cause de l'Italie. Ce pays, il l'aime. Ce pays, il en parle la langue. Ce pays, il l'a parcouru quand il était en exil. Il l'a vu dans ce pays. En 1831, en Romagne, à Forlì, périr sous les balles autrichiennes son frère aîné, lorsque tous deux combattaient aux côtés des Carbonari. Et puis, ne serait-ce pas l'occasion d'en percevoir les éventuels dividendes par la restitution à la France de la Savoie et de Nice,
son programme d'action est dressé. En ces temps-là, à Turin, les têtes couronnées du royaume sarde s'échauffent. Charles Albert, souverain en exercice, prend soudainement l'initiative au sortir de la Révolution de 1948 d'attaquer l'Autriche. Ses troupes sont finalement écrasées en 1949 à Novare et Vienne l'oblige même à abdiquer, en l'occurrence en faveur de son fils Victor Emmanuel, devenu Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II, lui, a l'étoffe d'un véritable homme d'État, à l'instar d'ailleurs de son principal ministre, Cavour. Tous les deux sont des hommes réalistes et déterminés. Ils ont compris que jamais les forces sardo-piémontaises livrées à elles-mêmes ne seraient à la hauteur des armées autrichiennes. Rechercher une alliance militaire et diplomatique avec la France, dotée à nouveau de la première armée d'Europe, est un impératif catégorique. Napoléon III et Victor Emmanuel devaient logiquement se rencontrer, mais par là même, le mouvement prévisible et en cours de refrancisation du comté de Nice devait non moins nécessairement croiser celui du Risorgimento. La grande et la petite histoire ont consigné les étapes qui ont conduit à ce rapprochement entre les deux souverains et à cette alliance entre les deux États. 1855, Victor Emmanuel très habilement dépêche en Crimée 15 000 soldats piémontais aux côtés des troupes françaises en guerre contre la Russie. À 1856, c'est la mission un peu coquine de Virginia, comtesse de Castiglione. Celle-ci, nièce de Cavour, et femme d'une insolente beauté, est envoyée en France par ce dernier pour séduire Napoléon III et le pousser à une intervention militaire en Italie contre Vienne. 1858, c'est l'année cruciale, l'année des grands événements et l'année des grandes décisions. 14 janvier, c'est l'attentat d'Orsini, un attentat épouvantable, dirigé à Paris contre le couple impérial et organisé par des conspirateurs italiens paradoxalement francophiles, voire francophones, déçus par l'empereur qui, selon eux, aurait trahi les promesses de sa jeunesse sur la libération de l'Italie. À la veille de son exécution, Orsini, le chef de cette conspiration, adresse à Napoléon III une lettre particulièrement émouvante. Je vous la cite. « Je vous conjure, sire, de vous rappeler que les Italiens, au milieu desquels était son père, il parlait de lui, versèrent avec joie leur sang pour Napoléon le Grand, partout où il lui plut de les conduire. Que Sa Majesté se rappelle qu'ils lui furent fidèles jusqu'à sa chute. » Cette lettre a fait pousser les feux à Napoléon III sur ce dossier italien. Et le 20 juillet a lieu une entrevue célèbre, l'entrevue de Plombières, célèbre quoique confidentielle, secrète, de Plombières, l'entrevue de Plombières entre Napoléon III et Cavour. 3 décisions sont prises. Première décision, Napoléon III s'engage, je cite sa formule, à soutenir énergiquement le Piémont dans une guerre contre l'Autriche. Deuxième décision, pour affermir les liens entre la France et les États sardes, est décidé le mariage de Jérôme-Napoléon, cousin de lui Napoléon Bonaparte, et de Clotilde de Savoie, fille de Victor Emmanuel. Et troisième décision, la décision ferme à la France de la Savoie. De cet rendez-vous découle le premier traité de Turin du 26 janvier 1859, traité officiellement d'ailleurs non existant, enfin il est secret. On y prévoit l'alliance défensive et offensive entre la France et le Piémont-Sardaigne en cas d'acte agressif de l'Autriche. Cette réserve a été imposée par Napoléon III qui tenait à ce que l'Autriche eût le mauvais rôle. On y ajoute la restitution à la France du comté de Nice à celle de la Savoie. Provoquée par les États sardes, l'Autriche en vient à déclarer les hostilités le 26 avril 1859. Le 3 mai, la France et le Piémont sont alors en droit de riposter, c'est la guerre. Les 3 coups de l'indépendance et de l'unification italienne,
et du retour de Nice à la France sont donnés. Napoléon III a remarquablement joué sa partition. Pour rejoindre le champ de bataille italien, certaines troupes françaises traversent la ville de Nice. Malocena, son maire, racontera plus tard ce grand moment. J'y ai grappillé quelques formules de ses propos. Il évoque l'accueil enthousiaste qu'aura fait aux soldats français notre population, l'ardente sympathie pour la France, l'enthousiasme qui soulève la foule, je dirais presque du délire, et cette phrase conclusive, ces soldats français partent de Nice à regret, comme ceux qui quittent des parents. La campagne à peine ouverte, l'armée française vainc l'ennemi à Montebello, à Palestro, à Turbigo, et triomphe à Magenta. Napoléon III met ses pas dans ceux du Bonaparte de 1796. Comme son oncle, il est acclamé notamment à Milan, un homme providentiel par un peuple ivre de joie, et les survivants de l'épopée impériale exhibent ou reçoivent avec jubilation du deuxième Napoléon la médaille de Sainte-Hélène. Nos aigles vont encore voler de victoire en victoire, à Marignan, oui, Marignan, à Castiglione et le 24 juin à Solferino. Quoique vainqueur, mais alarmé par les bruits faisant état d'une mobilisation de troupes prussiennes aux frontières françaises de l'Est, l'empereur met brutalement fin à cette guerre. Un armistice est alors signé et le 20 octobre 1859, Vienne cède la Lombardie à la France qui, comme convenu, la rétrocède au royaume sarde. Mais cette issue laisse les deux alliés sur leur faim. La Vénétie n'est pas libérée, alors qu'il avait été projeté d'atteindre l'Adriatique. Et en conséquence, Napoléon III a eu scrupule d'exiger son dû, Nice et la Savoie. Mais les événements vont s'enchaîner très rapidement. Les duchés de Parme et de Modène, l'Émilie, la Romagne et la Toscane chassent leurs souverains alliés à l'Autriche et se déclarent pour leur union au royaume sarde, c'est-à-dire pour leur union au royaume d'Italie en devenir. Mais ces annexions à peine déguisées irritent l'Europe. Et Victor Emmanuel est obligé à nouveau de recourir aux bons offices de l'empereur des Français. Celui-ci juge expédient de satisfaire ses alliés en leur enjoignant d'organiser des plébiscites dans ces territoires. Napoléon III s'autorise également à remettre à l'ordre du jour le dessaisissement à notre profit du comté de Nice, ainsi que de la Savoie d'ailleurs. Le 12 mars 1860, un deuxième traité de Turin, également secret, prétendument secret, confirme cette aliénation. Mais en réalité, à Nice, comme à Turin, comme à Paris, le point de non-retour est atteint. Le rattachement étant sur toutes les lèvres, l'intervention militaire française n'a en fait que servi d'accélérateur au sens de l'histoire. Depuis plus d'une décennie, des milliers de Maralpins brûlent de rejoindre le sol français. Et plus massivement qu'auparavant, ils traversent quotidiennement le Var pour fuir la misère qui les étreint. Que d'observateurs étrangers se plaignent d'être à Nice, littéralement assaillis par des nuées de mendiants. Or, en France, dès son accession au pouvoir impérial, Napoléon III a imprimé au développement économique un tel rythme que ce pays, jour après jour, ne cesse de se doter d'équipements publics. Le territoire se maille à marche forcée, par exemple, d'un réseau ferroviaire qui deviendra rapidement le premier réseau ferroviaire d'Europe, dont la construction requiert de plus en plus de bras. Les Niçois disposent depuis 1847 d'un journal francophone et francophile, L'Avenir de Nice, qui est le noyau autour duquel gravite le Parti français, qu'animent des personnages comme Tiranti, De Cessol, Avigdor, Gall, personnages qui mériteraient d'être statifiés. Le 5 février 1860, ces rattachistes organisent une grandiose manifestation au théâtre Tiranti, désigné naturellement sous le nom de Théâtre Français. Et la célèbre actrice Marie Daubrun y déclame ces vers de Théodore de Banville. « Et toi, Nice, où vécut la gloire de l'Empire, au temps de nos splendeurs dont tu te couronnais, terre où les noms fameux vibrent comme une lyre, au seul nom de la France,
heureuse, tu renais. L'orchestre y joue et fait chanter à un public enfiévré la cantate de la reine Hortense, partant pour la Syrie, l'hymne quasi officiel du régime impérial, d'où sa popularité symbolique. Le 24 mars 1860, le troisième traité de Turin, celui-ci officiel, entérine définitivement le transfert de Nice à la France. Victor Emmanuel déclarant, je cite, « renoncer solennellement pour lui et ses descendants et successeurs à l'arrondissement de Nice qu'il consent avoir réuni à la France, sans qu'il y ait contrainte, ajoute-t-il, de la volonté des populations. » Cette cession territoriale sera entérinée par un plébiscite. En attendant, le souverain sarde, très courageusement, très noblement, engage ses anciens sujets à s'unir à ceux vers lesquels, mais la formule est extrêmement importante, les attirer, les affinités de la race, du langage et des coutumes. Tout est dit par l'autorité la plus qualifiée pour s'exprimer, les Niçois ne sont vraiment pas italiens. Aussitôt, tous les groupes sociaux de la ville et du Haut-Pays vont se mobiliser pour que le plébiscite prévu les 15 et 16 avril 1860 acte la cession. Le 10 avril, l'archevêque de Nice, Monseigneur Sola, prescrit au curé de son diocèse de se rendre auprès du sénateur Pietri, qui est l'envoyé extraordinaire de Napoléon III, représentant de Napoléon III, même officiellement ici, pour l'assurer de leur dévouement. L'Église a choisi le bon camp. Le 12 avril, la communauté juive embrasse publiquement la cause française. Elle n'a pas oublié les vexations subies sous le régime sarde, ni que Napoléon Bonaparte a réellement, concrètement fait des Juifs des citoyens français libres et égaux en droit. Le mouvement rattachiste comprend d'efficaces agents électoraux dont il faut connaître le nom, Léotardi, Guizol et un certain Ginési. Ils diffusent inlassablement autour d'eux, ainsi qu'à la presse française et internationale, les arguments sans réplique en faveur de la cause française, les arguments suivants. L'arrondissement de Nice est séparé de l'Italie par toute l'épaisseur des Alpes. Ces relations le mettent traditionnellement au contact journalier avec la France. Exact. La langue française est la seule que tout le monde comprend, voire parle, tant à la ville qu'à la campagne. C'est exact. À Nice, nous l'avons vu. Et dans le Haut-Pays, on pratique des nuances du dialecte provençal, qui est parlé dans le Var, les Basses-Alpes et les Bouches-du-Rhône. On peut même ajouter, aujourd'hui encore, en Catalogne. Les enseignes des commerces sont presque exclusivement en français. C'est en France seulement que tous les grands niçois, les grands noms niçois, les Cassini, les Vanloo, les Masséna, les Bavastro, les Infernais, les Tosca, les Bosio ont pu donner la pleine mesure de leur talent. Sur le plan économique, Nice, négligée pour ne pas dire abandonnée par les autorités sardes, est maintenant entrée en catalepsie. Chacun ne peut que déplorer la lourdeur de la fiscalité sans compensation, la chute du commerce, plus important encore, le naufrage des ports de Nice depuis la suppression en 1851 de la franchise au profit du port de Gênes, et de Villefranche depuis celle des droits différentiels. La non-réalisation de la ligne ferroviaire Turin-Nice, France, et ce, au profit exclusif de la voie Turin-Gênes. Les entrepreneurs, il y en a quelques-uns, qui veulent s'ouvrir au monde, ont le regard braqué sur la France de Napoléon III, et non sur le Piémont. L'administration, la législation et l'instruction française sont sans rival dans le monde. Oui, c'était vrai autrefois. De façon générale, la France, en 1860, est le phare de l'Europe. Sa croissance économique et sa richesse en font un Eldorado. Son armée, nous l'avons dit, est la plus puissante. Sa marine de guerre, la plus moderne. Sa culture est partout répandue et enviée. Le monde entier, d'ailleurs, s'y précipite pour goûter son art de vivre et s'y divertir. La féerie impériale n'est pas un vain mot.
On le tait généralement. Un groupe d'hommes, noircis au feu des batailles, a tenu un rôle essentiel dans cette aventure. Les vétérans de la Grande Armée. Au nombre de 600, encore en 1854, dans la cité de Nice, et plus nombreux ailleurs, dispersés sur l'ensemble des communes et villages, ils sont, ici ou là, des propagandistes et des inspirateurs zélés de la cause française. On prétend même que si c'est le monde rural, comme l'affirment certains historiens, qui a poussé les notables du haut pays, voire de Niceville, à embrasser cette cause, c'est à ces vieux serviteurs du drapeau tricolore sommé de l'Aigle d'Or qu'en reviendrait le mérite. Les 15 et 16 avril 1860 sont conviés au scrutin plébiscitaire tous les hommes de l'arrondissement de Nice, y compris ceux de Roquebrune, Menton, Tende et La Brigue. Nous verrons pourquoi Tende et La Brigue. Cette votation, magnifiée par une participation impressionnante et étonnante, surprenante, n'oublions pas que la dernière fois que les Comtadins se sont exprimés, c'était dans le cadre des Alpes-Maritimes, qui se sont exprimés au suffrage universel direct, ce fut sous le Consulat et l'Empire. Eh bien, cette votation est un triomphe pour la France, est un triomphe pour les Alpes-Maritimes françaises. On s'y attendait. Un observatoire impartial relate ainsi la journée du dimanche 15, je cite. « La votation se fait avec ordre et un enthousiasme impossible à rendre. Les communes rurales montrent une unanimité admirable. Dès le matin, des bandes nombreuses, conduites au sang du tambour avec le drapeau tricolore français surmonté de l'aigle impérial, arrivent de toutes les directions. Tous les hommes ont sur le chapeau un bulletin portant oui avec un aigle. Les cris de « Vive la France, vive l'empereur » sont continuels et énergiques. Jamais on n'a vu de démonstration aussi prononcée. C'est un sentiment d'attachement à la France qui les anime et cette formule finale, depuis 45 ans, ils sont toujours restés français dans le fond de leur âme. Pour se rendre et voter au Collège national, des milliers de poitrines entonnent le fameux chant des Niçois ou hymne à la France composé pour la circonstance. Les résultats sont sans équivoque. À Nice, on compte 6810 oui et seulement 11 non. Dans l'ensemble de l'arrondissement, on comptabilise 25 741 oui et à peine 260 non. 99% des votants se sont prononcés en faveur de la réintégration de l'ex-comté à la France. Une fois les résultats proclamés et rendus publics, Cavour va rappeler devant le Parlement de Turin que la cession de Nice est conforme au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Doctrine, ajoute-t-il, applicable d'un côté comme de l'autre des Alpes. Mais écoutons-le. Il n'est pas surprenant, dit-il, que le français soit plus répandu à Nice que l'italien, puisque tout le commerce est avec la France et qu'une grande partie de la population y émigre. Nous cédons une province qui n'est pas italienne. Qui croit dans l'armée française que Masséna est italien? Au surplus, cette cession atteste solennellement, ajoute-t-il, de la reconnaissance d'un peuple ressuscité envers un généreux allié, la France. Juste un mot, pour indiquer que cette générosité, certes payée en retour, a coûté à la France 50 000 morts lors de la campagne de 1859, qui pourtant n'a duré que quelques 2 mois. Et nous arrivons aux 2 dernières étapes, celle du 14 juin et des 12 et 13 septembre 1860. C'est le 14 juin 1860 que s'effectue à Nice, dans et devant l'ex-palais des Rois Sardes, la prise de possession officielle du comté par les autorités françaises. Alors, passons sur le changement de drapeau, les coups de canon, la première prise d'armes française sur le cours Salia, le Te Deum à Sainte-Réparate, et écoutons le sénateur Pietri s'adressant aux Niçois qui l'entourent. C'est au nom de l'empereur que je vous reçois dans la grande famille française qui est heureuse et fière de vous ouvrir ses bras. À dater de ce jour, vous êtes français par la nationalité comme vous l'étiez déjà tous par vos sentiments.
Depuis les résultats du plébiscite, la population est en transe, plongée dans des réjouissances sans fin. Mais c'est le 17 juin que se déroulent les fêtes officielles de la Restitution, qu'accompagnent chants, danses, pétards, feux de Bengale, retraite au flambeau, ville illuminée. Plus sérieusement, ces fêtes inaugurent l'ère de la prospérité et l'entrée dans la modernité pour les Niçois, pour les Comtadins de façon générale. Elles signifient aussi qu'un contrat moral est scellé avec la France. Ces manifestations visent enfin à montrer à la face du monde l'adhésion absolue des Niçois, toutes catégories confondues, à un pays alors à son zénith, au régime impérial et au souverain qui le personnifie. Le 23 juin 1860, une loi recrée le département des Alpes-Maritimes, auquel le gouvernement adjoint l'arrondissement de Grasse. Mais pour complaire à Victor Emmanuel II, accoutumé à chasser dans les secteurs de Tende et de la Brigue, Napoléon III consent à abandonner en 1861 ces deux cantons aux États sardes, ou plus exactement au Royaume d'Italie. Une consolation malgré tout. Assez finement, l'empereur obtient du prince de Monaco qu'il renonce à ses droits sur Menton et Roquebrune, moyennant une indemnité immense d'ailleurs de 4 millions de francs de l'époque. Ces deux villes vont, à l'issue d'un plébiscite, se déclarer elles aussi filles de France. Nous touchons au terme de cette prodigieuse épopée. Il n'y manque que son onction, la visite des 12 et 13 septembre 1860 du couple impérial à ces nouveaux sujets, redevenus français par fidélité mémoriale, à laquelle il convient de rendre hommage sur place. Cette visite doit permettre à l'empereur d'atteindre deux objectifs. D'une part, de se retremper dans la légitimité populaire, fondement, nous le savons, du régime napoléonien depuis sa création. D'autre part, de se présenter en César Evergette, en César Evergette dans une région misérable, c'est-à-dire de faire ruisseler une pluie de bienfaits. Ces deux objectifs seront pleinement satisfaits et rapidement. Séduire est donc aux yeux de l'empereur un impératif. Il a à cet effet imparti à l'impératrice Eugénie une mission dont elle s'est remarquablement acquittée, offrir aux Niçois le sourire de la France impériale. Sa fraîcheur, sa troublante beauté, son charme et sa grâce naturelle, sa toilette aussi si parisienne, ont assurément fait leur conquête. Préalablement à l'arrivée du couple impérial dans les Alpes-Maritimes, un programme et un parcours précis ont été établis afin qu'ils perçoivent au mieux les caractéristiques de la cité et surtout les sentiments de ses habitants. Pour cette occasion, la ville chef-lieu du département s'est, comment pourrait-on dire, endimanchée. On a nettoyé, repavé, badigeonné, réparé, restauré. Rues, places et bâtiments ont été pavoisés de drapeaux siglés du haine impérial. On a embelli la ville sous une profusion de guirlandes, de calicots, de corbeilles, de fleurs, et masqué, ce faisant, sa pauvreté. On a éloigné les mendiants. 3 arcs de triomphe ont été élevés sur le trajet que doivent emprunter les souverains. La place Victor est rebaptisée en place Napoléon, et le palais du gouverneur, ex-palais des rois sardes, devient le palais préfectoral. C'est le 11 septembre, au terme d'un voyage en chemin de fer de Paris à Toulon, via Annecy, naturellement, puisque le couple impérial a également rendu visite à la Savoie, que Louis-Napoléon Bonaparte et Eugénie s'embarquent à bord de l'Aigle à destination de Nice, qui, le 12 au matin, se profile à l'horizon. L'empereur est alors, et alors seulement, avisé que son navire ne peut acquister au port Olympia trop exigu. Il doit se dérouter alors vers la rade de Villefranche pour y débarquer au port de la Dars. Première contrariété, il y en aura d'autres. Après avoir agréé les hommages des corps constitués de cette commune, les souverains, pour rejoindre Nice, vont être contraints de cheminer en voiture sur un sentier défoncé, poussiéreux et chaotique. Deuxième imprévu détestable. Mais, par la volonté expresse de Napoléon III,
ce sentier, cette piste, ce chemin laissera place, 1 an plus tard seulement, à notre basse corniche. L'entrée à Nice se fait par l'actuelle rue Cassini qui ouvre sur la place Napoléon et son arc de triomphe que couronne un immense aigle. Les cloches des églises sonnent à toute volée. Le canon du château tire par intervalles et la clameur d'une foule innombrable enveloppe la ville. C'est ici que Malocena, devenu maire de Nice, ou plutôt redevenu maire de Nice, mais Nice française, remet solennellement les clés de la cité au chef de l'État. Puis, s'ébranlant vers le palais préfectoral, le cortège impérial est obligé d'avancer au pas, ralenti par les assauts de la multitude, impatiente de saluer le chef de la France. Non sans mal, mais comblé par ce tumulte joyeux, le couple impérial finit par accéder au palais, sur le balcon duquel il assiste au défilé ininterrompu des députations des communes. C'est qu'ils sont venus en masse, les villageois, avec leurs maires, leurs conseils municipaux, leurs notables, leurs culés, pour apercevoir les nouveaux souverains. Ils n'ont de cesse de les acclamer au cri de « Vive l'empereur, vive l'impératrice, vive le prince impérial et vive la France !» Les corporations des différents métiers ne sont pas en reste. Le teneur de cris se mêle au torrent d'applaudissements et aux reprises en chœur du chant des Niçois à chaque salut esquissé par l'empereur et l'impératrice. Dans la galerie des palmiers du palais, les réceptions officielles vont commencer. Et elles vont commencer par les congratulations d'une vingtaine de jeunes filles admises à s'incliner devant leur souveraine. C'est Chlorine, la fille aînée du maire, qui a l'honneur de réciter son compliment. Devant l'auguste présence de votre majesté, nous nous sentons fiers d'être françaises et nous bénissons le vote unanime de nos pères et de nos frères qui ramènent notre charmant pays sous le trône glorieux où s'assied tant de grâce et de beauté. Puis, Élodie, sa sœur cadette, s'avance à son tour et tend à Eugénie un bouquet de fleurs. Celle-ci, enchantée par tant de spontanéité et tant de grâce, faisant fi de l'étiquette, embrasse alors les deux filles. Dans l'après-midi, la visite se poursuit sur la colline du château. Sous les ovations répétées de la foule massée le long de la montée et au sommet. Oh, les autorités locales savaient ce qu'elles avaient proposé à l'empereur. Ces autorités locales se doutent que le couple impérial va s'extasier sur l'incomparable paysage s'étendant à perte d'horizon sur la mer, sur la Méditerranée, sur la Grande Bleue, bien sûr. Mais cette promenade a également pour but de présenter à l'empereur une vue panoramique de la cité, pour qu'il puisse juger des mesures urgentes à prendre pour la sauver de sa décrépitude. Oh, Napoléon III, il le dira d'ailleurs, ne mettra pas longtemps à déceler ses verrues, ses taudis, et plus largement, le mot a été prononcé, l'incurie de l'édilité sarde en fait d'urbanisation et de voirie. Il le sait, c'est toute la région qui se trouve dans une situation de déclassement. D'ailleurs, l'indifférence du gouvernement sarde à son égard, à l'égard de cette région, l'a étonné. Elle le laisse interdit. Je me demande, s'est-il interrogé en présence de son médecin, pourquoi Turin a laissé cette contrée en déshérence. Le soir, leurs majestés impériales se rendent au grand bal, offert par la ville au théâtre impérial. Pour la circonstance, l'orchestre est dirigé par Johann Strauss en personne. À l'extérieur du théâtre, des essaims de jeunes filles virevoltent en chantant des mélodies folkloriques. Elles sont toutes en tenue traditionnelle, mais leur tablier est agrémenté de pièces d'étoffe aux 3 couleurs. Pardi, c'est le premier été français à Nice. Ce 12 septembre prend fin en apothéose, avec un feu d'artifice où se dessine dans un embrasement tricolore un gigantesque aigle. Le lendemain sont prévues une visite de l'embouchure du Var et du pont du Var et une réunion de travail. Pour s'y rendre, le cortège s'engage sur un chemin en terre battue, bosseleux et poudreux, que jalonnent quelques maigres arbustes. Nul n'imagine fouler ce qui deviendra plus tard, par la volonté expresse de l'empereur, la célèbre
promenade des Anglais. Au bord du fleuve, non loin de ce pont de bois, construit en 1792 et laissé quasiment en état depuis, les officiels découvrent un paysage de désolation qui n'honore pas le royaume sarde. Le lit est marécageux, l'eau est stagnante, voire nauséabonde. Mais c'est en ce lieu que l'empereur détaille devant les personnalités les 4 premiers chantiers à achever impérativement en 4 ans. Ces engagements seront respectés. Premièrement, Andy-Guelvar. Deuxièmement, prolonger la voie ferrée Paris, Marseille, Toulon jusqu'à Nice. Troisièmement, jeter un pont sur le Var pour le chemin de fer. Quatrièmement, enjamber le fleuve pour un pont routier. C'est ce qui est devenu le pont Napoléon III. Ces 2 journées, dans leur ambiance festive inouïe et quasi surréaliste, furent les épousailles du couple impérial et de Nice, et les retrouvailles des Maralpins et de leur mère patrie, la France. Le ciment a pris rapidement, parce que Napoléon III a su, par son implication personnelle, extraire le département des Alpes-Maritimes, ce territoire, de la gangue qui l'ensevelissait depuis 1814, depuis le choix que Turin a fait en faveur de Gênes. En 10 ans, alors quelques chiffres simplement, en 10 ans, de 1860 à 1870, les sommes que le gouvernement impérial a investies pour la seule ville de Nice se sont élevées à quelques 28 millions de francs en 44 ans. De 1815 à 1859, les crédits que les États sardes ont alloués pour toute la contrée n'ont pas dépassé 300 000 francs. Napoléon III a répondu à l'attente des Niçois, qui, en se frottant désormais à la modernité, vont jouir d'une croissance économique et démographique prodigieuse et d'investissements encore visibles dans le paysage d'aujourd'hui. Citons, à titre d'exemple, la réalisation, pour désenclaver le territoire, d'infrastructures routières et notamment ferroviaires. La première locomotive sifflera sous les verrières toute neuve de la gare de Nice le 28 octobre 1864. L'édification de la ville nouvelle à la Haussmann, ou d'une ville nouvelle à la Haussmann, sur la rive droite du Paillon. L'avenue reliant la place Masséna à la gare de chemin de fer, à l'époque hors les murs, dénommée avenue du Prince impérial, aujourd'hui c'est l'avenue Jean Médecin. L'urbanisation des quartiers de la Buffat, de Magnan et de Carabacel. L'ouverture et l'aménagement de la promenade des Anglais. La première couverture du Paillon entre les rues Alberti et Gubernatis. La captation des sources de Saint-Thècle et le lancement des travaux du canal dérivé de la Vésubie. La généralisation de l'éclairage au gaz. Le prolongement à la chute même de l'Empire du chemin de fer jusqu'à la frontière italienne. La création, ou plutôt la recréation du lycée impérial dans les mêmes locaux que celui ouvert sous le Premier Empire. Eh bien maintenant nous sommes à notre conclusion. Elle va quelque peu vous étonner parce que cette conclusion résulte ou porte sur une certaine insatisfaction. Il s'agit des limites territoriales du département, de notre département, qui sont encore, au paradoxe, incomplètes. On l'a dit, les habitants de Brigue et de Tende se virent refuser en 1861 l'entrée dans le précaré national. Ils devaient, avec patience, attendre leur heure. Celle-ci ne sonna qu'à partir de 1945. Un plébiscite local fut organisé dans ces 2 communes cette année-là, ainsi d'ailleurs que dans d'autres communes qui sont aujourd'hui en Italie. Et comme en 1860, les résultats furent sans appel. Brigasques et Tendasques, tout hameau confondu, se donnèrent à la France. L'affaire paraissait entendue, mais c'était sans compter avec l'hostilité des, comment dit-on, des alliés anglo-saxons. Oui, c'est un magnifique oxymore. Et les infortunes dramatiques, voire tragiques, puisqu'il y a eu mort d'hommes, qui en résultèrent pour ces populations. Finalement, après bien des péripéties internationales, diplomatiques,
un traité de paix fut signé entre la France et l'Italie le 10 février 1947, fixant leurs frontières respectives. Le droit des derniers maralpins à disposer d'eux-mêmes fut entériné le 13 septembre 1947 et officialisé encore le 12 octobre suivant par une ultime consultation locale qui, une nouvelle fois, la troisième, confirma la volonté des votants de redevenir français. Le département des Alpes-Maritimes recouvrait ainsi, semble-t-il, la totalité de son territoire en récupérant les fameux terrains jadis affectés aux chasses du roi Victor Emmanuel II. Mais je dis bien, semble-t-il. En effet, en 1945-1947, on a imposé à la France l'application littérale du double critère des lignes de crête et de partage des eaux. Je dis bien application littérale. Ce qui a conduit à démembrer les territoires de Tende et de la Brigue, qui s'étendaient jadis sur les deux versants des Alpes. C'est ainsi que les Brigasques de Realdo, qui est un hameau, ne furent pas appelés au dernier scrutin, parce que leur hameau était situé côté italien, alors qu'ils avaient toujours opté pour la France. Si l'on s'était tenu à une lecture réaliste de la cartographie, on aurait conclu que les communes centres, situées à l'ouest de la ligne de crête, avaient vocation à être françaises, mais tout comme les hameaux qui en dépendaient, même s'ils se trouvaient implantés à l'est. Aujourd'hui encore, les habitants de Realdo pourraient légitimement, en tout cas juridiquement, s'en prévaloir pour refuser leur maintien dans un État qu'ils ont publiquement rejeté à plusieurs reprises. S'employer à les accueillir au foyer du peuple français serait alors un devoir à remplir sans délai. Avec les Tendasques et les Brigasques, la mère patrie embrasse désormais presque tous ces enfants du pays de Nice, finalement retrouvés. Au-delà des siècles, ils ont fait montre d'une fidélité sans faille qui force l'admiration, et notamment lors des circonstances tragiques et glorieuses de la Grande Guerre. À l'appel de la patrie en danger, tous les fils de France se sont levés en masse pour offrir, avec un héroïsme à l'antique, leur sang, voire leur vie pour le salut du pays et le retour à la France des provinces arrachées de l'Est. Je vous remercie. Je crois qu'on peut te remercier, Olivier, pour nous avoir fait revivre ce moment qui fait partie réellement de nos racines. Aujourd'hui, lorsqu'on se pose la question pourquoi on est français, on peut en douter, on peut critiquer, mais dans tous les cas, cela s'explique. Et ce choix, tu nous l'as fait passer par cette conférence qui, aujourd'hui, permet de mieux comprendre pourquoi Nice, la France, mais le pays niçois, tel que tu le dis, à travers les chiffres, à travers la passion des Niçois, de ce peuple, fait que nous pouvons être fiers d'être français. Alors on te remercie. Merci pour cette prestation un peu difficile puisque le public, il est devant l'écran et c'est grâce à eux que nous allons pouvoir enfin finir cette partie de la commémoration du 160e anniversaire de l'Union de Nice à la France. Merci Olivier. Alors j'en profite, Jean-Pierre, pour te remercier, non pas simplement pour les mots ô combien sympathiques que tu viens de m'adresser, on a l'habitude de travailler ensemble, je tiens à te remercier très particulièrement pour la journée d'aujourd'hui. Toi, tu sais que la délégation de Nice, à la demande d'ailleurs de la ville, avait décidé de donner un spectacle sur l'Union de Nice à la France qui avait été prévu pendant les journées impériales en octobre. Évidemment, ça n'a pas pu être réalisé. Et ça m'a donné l'idée, mais je t'en avais parlé d'ailleurs à l'époque, ça m'a donné l'idée de transformer ce spectacle en conférence. Parce que nous ne pouvions pas rester l'arme au pied, et je sais que tu tenais à tout prix qu'on mette un point d'orgue à ces commémorations qui n'ont pas été complètes. En tout cas, c'est une des raisons supplémentaires, Jean-Pierre, pour laquelle je te remercie.